De record en record pour le CAC 40 depuis le début de l'année. L'indice parisien progresse de 16% à l'instar d'autres bourses européennes. Et ce n'est pas tout à fait le même son de cloche outre-Atlantique où les indices atteignent péniblement parfois les 7-8 ou au mieux 10% de profit. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. On va donc effectivement te parler de cette différence entre les deux et de cette revanche. C'est comme ça que beaucoup l'illustrent. La revanche de l'Europe. Effectivement, est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être on peut commencer comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre-là? Est-ce que les bourses européennes tiennent là leur revanche? Disons que depuis la crise de 2008, ça a quand même été beaucoup plus difficile pour les bourses européennes que pour les bourses américaines. Ce qu'on oublie, c'est qu'avant la crise de 2008, il y a eu une période effectivement de surperformance. Glorieuse de surperformance. Donc on retrouve un peu... Alors c'est pas les... on parlait des Roaring Twenties, des nouvelles années folles, alors c'est pas ça. Mais effectivement, on retrouve une période où finalement les marchés européens, parce que peut-être ils avaient été très délaissés jusqu'à présent, reviennent un peu, j'allais dire, reviennent dans les flux, reviennent à la mode, mais en tout cas reviennent dans les flux et sont tirés aussi par des secteurs qui sont peut-être moins présents outre-Atlantique, on pense évidemment au secteur du luxe, et inversement, les secteurs qui sont, on va dire, un peu plus sous le prisme plus sceptique des marchés, comme les grandes technologies, sont beaucoup moins présentes en Europe. Donc on a un effet sectoriel qui est important. Et puis évidemment, on a eu cet effet un peu massu de la guerre en Ukraine l'année dernière, qui a fait décoter très fortement les marchés européens. Et là, au fur et à mesure que la situation, malheureusement pas d'un point de vue militaire et diplomatique, mais en tout cas d'un point de vue économique, se normalise, les marchés se normalisent aussi et on rééquilibre, absolument. Alors quand même, quand on regarde un peu dans le détail, et ça qui va être intéressant, c'est que certains observateurs nous disent en gros, oui, mais la hausse, elle est quand même un petit peu en trompe-l'œil. Jetez un œil sur la composition des indices. Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours ça. Il y a toujours la composition des indices. Mais quand vous regardez effectivement le poids du luxe dans l'indice français, vous avez une grande partie de la surperformance qui est là. Ça, c'est très clair. Ce qu'on voit néanmoins, c'est que dans tous les indices, on a des biais sectoriels. Quand vous reprenez par exemple le S&P 500, vous prenez les 5 plus grandes valeurs technologiques, avec ça, effectivement, vous avez 15% de cet indice, voire plus, si vous comptez effectivement la partie flottant, qui va avoir un impact aussi important, voire plus important que la partie luxe sur la partie CAC 40. Donc on a effectivement ce biais-là. Toute la question, c'est comment est-ce que les nouvelles, à la fois monétaires d'un côté et macroéconomiques de l'autre, agissent sur ces différents secteurs. On sait par exemple que le secteur technologique, il est très sensible aux nouvelles monétaires. On sait que le secteur du luxe, il est très sensible aux nouvelles en provenance de l'Asie. Et donc effectivement, comme on a eu la réouverture chinoise à partir de décembre 2022, forcément, le premier trimestre 2023 a été une espèce d'effet d'entraînement très fort pour toutes les valeurs. On parle du luxe, mais il y en a d'autres, qui ont été exposés très fortement à cet effet d'entraînement. À partir du moment où vous avez moins cet effet-là dans d'autres types d'indices, et c'est vrai que les indices américains sont moins exposés, aussi parce que, il faut le reconnaître, Julien, l'économie américaine est aussi beaucoup moins ouverte que l'économie européenne. Donc, effectivement, l'effet courroie de transmission, alors, on s'en moque un peu parfois de cet effet courroie de transmission en Europe, en disant les pauvres, nous on est coincés entre les États-Unis et la Chine. Mais c'est vrai que quand on a un redémarrage fort d'un côté, c'est vrai qu'on en profite, et là on en a profité, tant mieux. Et là on en a pas mal profité. Est-ce que vous parliez de la tech américaine, est-ce que les résultats là qu'on commence à voir, notamment Alphabet, il y a quelques heures, Alphabet et Microsoft. Microsoft, exact, il y a quelques heures, est-ce que ça va être de nature justement à commencer un tout petit peu à avoir un début d'inversion de la vapeur? Ça pourrait. Je mets beaucoup de pincettes. Ouais, ça pourrait. En tout cas, ce sont des résultats globalement qui sont très attendus. Oui. Alors, il faut attendre en particulier Apple, qui est le mastodonte, mais on attendait Microsoft et Alphabet, en particulier sur deux éléments. Alphabet, on l'attendait sur la publicité, ça s'est pas trop mal passé. Oui. On l'attendait aussi, alors on l'a moins commenté cet aspect-là, mais je trouve que c'est quand même un aspect très important. C'est la première fois dans l'histoire que les services cloud d'Alphabet sont profitables. Oui. Et donc ça veut vraiment dire qu'on a cet effet relais
de l'activité cloud d'Alphabet. On sait que c'est le grand concurrent, hein, enfin le troisième concurrent derrière Amazon et derrière Microsoft. Donc là, on a eu des choses rassurantes. Et puis Microsoft, hein, c'est l'effet magique intelligence artificielle, avec effectivement le cloud qui en profite beaucoup. On sait que Azure, c'est un relais de croissance pour Microsoft. C'était aussi important parce que Microsoft, d'une certaine façon, c'était le grand moteur de l'indice américain. On a parlé de la sous-performance par rapport à l'indice européen, mais si on n'avait pas eu une valeur comme Microsoft, ça aurait été beaucoup plus compliqué. En fait, toutes les valeurs intelligence artificielle sont celles qui ont permis à l'indice quand même de faire les 7-8% de croissance et au Nasdaq de faire les 15% de croissance qu'on a connus. Effectivement, Apple, dans quelques jours, qu'est-ce qui peut se passer en l'occurrence et comment finalement dans les prochaines semaines ça peut évoluer? Qu'est-ce que ça peut donner finalement? En fait, toute la question maintenant d'Apple, on sait que dans l'imaginaire, Apple vend des machines. Or, de plus en plus, Apple vend des services. Donc la question qui va se poser, c'est d'abord l'équilibre entre les services et effectivement les ventes de hardware. C'est aussi, et vont probablement se faire un petit peu titiller là-dessus, leur place dans la course à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup évidemment de Microsoft. On parle de Google qui est peut-être un petit peu en retard sur sa partie Bard, mais on sait que Google a tendance effectivement à accélérer très fort et a mis les moyens. On sait que Meta aussi investit énormément sur ces sujets-là. En revanche, on n'entend pas trop parler d'Apple sur ce sujet qui avait été un des précurseurs avec l'intelligence vocale Siri, qui aujourd'hui ne communique pas beaucoup sur le sujet. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Je pense qu'il va y avoir besoin pour le marché. À chaque fois qu'on a un buzzword sur les marchés, là, en ce moment c'est l'intelligence artificielle. Avant c'était le cloud. Pour les plus anciens d'entre nous, peut-être vous étiez à la maternelle, hein, mon cher Julien, mais dans les années 2000, il y avait les places de marché. Il fallait absolument avoir les places de marché. Bon, voilà. J'étais au collège. Oui, voilà. Presque. Et effectivement, là, il va falloir effectivement que Apple rassure sur ses capacités, en tout cas, à suivre le mouvement d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que les marchés américains aujourd'hui ne peuvent se permettre finalement d'être dépendants effectivement de quelques valeurs tech aujourd'hui? Quels peuvent être finalement les autres moteurs qui peuvent nous ramener effectivement à des niveaux qu'on a connus antérieurement? Ce qui est intéressant quand même dans les publications qu'on vient de connaître sur ces derniers jours, c'est qu'on a des mastodontes, alors un peu moins importants que les big tech, mais les McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, qui ont publié des chiffres quand même rassurants, montrant que le consommateur américain était capable d'encaisser les hausses de prix. Alors, il y a tout le débat sur est-ce que ce sont les méchantes entreprises qui font l'inflation. Alors ça, je vais laisser effectivement les régulateurs se prononcer, surtout les personnes en charge de la concurrence. Mais la consommation tient d'une certaine manière. Voilà, mais la consommation on dépense un peu plus, on achète un peu moins quand même. Voilà, exactement. Alors ce qui est très intéressant, il faut regarder le détail de tout ça, et parfois les signaux un peu faibles. Alors il y a des choses qui sont assez amusantes, on en parlait avant l'émission. Quand vous regardez par exemple les résultats de McDonald's, les résultats sont absolument spectaculaires. Hein. C'est une valeur qui en plus est d'une régularité exceptionnelle. Lorsqu'ils sont interrogés sur est-ce qu'ils voient un impact de la conjoncture sur le comportement du consommateur. Est-ce que le comportement du consommateur, y compris dans des entreprises comme McDonald's, commence à s'ajuster? Et ils ont un espèce d'indicateur chez eux, c'est le nombre de personnes qui rajoutent des frites à leur menu. La vente additionnelle. La vente additionnelle. Est-ce que vous dites, allez, je vais me faire un petit peu de frites en plus, ça me fait plaisir. Et en fait, il y a de moins en moins de gens qui le font. Et donc, il dit ça, c'est un indicateur qu'on suit, parce que ça veut dire quand même qu'il y a des zones sur lesquelles les consommateurs commencent à être contraints et ils font attention. Ça explique aussi que malgré des résultats objectivement extrêmement favorables, y compris par rapport aux attentes, la valeur est légèrement corrigée. La valeur est légèrement corrigée hier. Bon, qu'est-ce qu'on va surveiller en Europe et finalement, qu'est-ce qui peut permettre aussi finalement de maintenir la longueur d'avance ou les longueurs d'avance que l'on a sur les marchés américains? Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui va nous aider, c'est est-ce qu'on est capable de passer à côté d'une turbulence bancaire américaine, parce que vous en parliez avec votre précédent invité, Vincent Mortier, il y a des sujets là-dessus, et ce sujet est en train de revenir, donc attention à ça. Et puis, la question qui se pose, évidemment, c'est comment est-ce que les banques centrales vont prendre en compte un contexte où on voit quand même qu'on est en train de ralentir très fort en Europe et aux États-Unis, on accélère en Chine, mais on ralentit en Europe et aux États-Unis. Donc, comment est-ce qu'elles prendront en compte ce contexte-là pour un nouvel équilibre de taux,
vous savez que dans les marchés financiers, l'essentiel quand même, alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, sont les taux. L'impact des taux sur les valorisations est exponentiel, l'impact des profits, il est linéaire. Donc il vaut mieux avoir un impact positif sur la partie exponentielle que sur la partie linéaire. Effectivement, même si la BCE, le 4 mai prochain, il n'y aura peut-être pas priori une grande surprise. Il n'y aura pas une grande surprise. Mais la question, ça va être dans les projections. C'est-à-dire que si elle fait 25 points de base et si elle nous dit « je suis vraiment de plus en plus près, voilà, de plus en plus près de la fin », il y aura peut-être des éléments rassurants. Espérons-le en tout cas. Il ne faut pas qu'on aille trop loin. On est peut-être déjà allé un peu loin dans les hausses de taux. Bon, à surveiller effectivement dans les prochains jours. Merci beaucoup, Wilfried Galland, d'avoir été avec nous, directeur stratégiste chez Montpensier dans Ecorama sur Boursorama.